Cet épisode est commandité par la CNESST. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est François Toupin. Bienvenue au balado Station Constructo. Notre première série d'épisodes traite de la santé et de la sécurité au sein de l'industrie de la construction, où la technologie joue souvent un rôle d'acteur de premier plan en ce qui a trait à la santé et à la sécurité des travailleurs. Différents enjeux seront abordés au fil de cette première thématique afin de cerner des problématiques auxquelles les travailleurs sont parfois confrontés, et ce, quotidiennement. Dans cet épisode-ci, nous discuterons du métier fascinant de scaphandrier. Le travail des plongeurs est dangereux et peut parfois virer au drame. En 2000, par exemple, une scaphandrière qui procédait à l'inspection vidéo de la paroi de la cloison d'un barrage d'Hydro-Québec dans la rivière des Outaouais a été aspirée dans l'entrée d'une caverne présentée dans le bief d'Amont. Les premiers répondants ont mis près de 2 heures à remonter la femme dans la vingtaine qui est finalement décédée. Face à ce genre d'accident, Hydro-Québec a entrepris de recourir plutôt à des drones sous-marins lors de ses travaux d'inspection afin d'éviter d'exposer davantage de scaphandriers et des scaphandrières à de tels risques. Nous discuterons donc aujourd'hui avec M. André Viel, technicien en génie civil chez Hydro-Québec, qui a été scaphandrier pendant plus de 15 ans. Celui-ci nous expliquera la façon dont un drone sous-marin permet de ne plus exposer autant de scaphandriers au risque de leur métier. Et puis ensuite, Mme Fatim Diallo, qui est conseillère en prévention-inspection à la CNESST. Elle dressera un portrait des risques encourus par les scaphandriers. Nous accueillons dans ce balado M. André Viel, technicien en génie civil chez Hydro-Québec. M. Viel, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour et bienvenue à ce balado. Vous êtes chez Hydro-Québec, vous avez été scaphandrier pendant un bon bout de temps. En quoi le métier de scaphandrier est considéré comme dangereux, particulièrement chez Hydro-Québec? En fait, le métier de scaphandrier, il faut apporter la précision, c'est un travail qui est sécuritaire lorsqu'on respecte les règles et règlements. En fait, c'est un jeu de balance. Donc, si on s'expose à un certain danger, il faut compenser avec un moyen de sécurité. Ouais. Et ici, au Québec, on est vraiment chanceux, et surtout encadré avec les encadrements au sein d'Hydro-Québec. La réglementation s'est vraiment resserrée depuis les 15 dernières années. Il y a eu un travail qui a été fait à l'époque. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé, le résumé de la réglementation au Québec se résumait à 1 page et demie. Il y a eu un travail colossal qui a été fait. De l'accident de Martine sur la rivière des Outaouais en a fait était vraiment un élément déclencheur à ce niveau-là. Mais il y avait déjà eu d'autres accidents avant, puis ça passait tout le temps souvent sous la table. La formation des scaphandriers aussi a été accrue. De plus en plus de scaphandriers formés se retrouvaient sur le marché du travail et tranquillement, l'industrie s'est adaptée. L'industrie maritime est une industrie qui est très, très lente à réagir. Donc, ça a pris un certain temps avec l'apport de différents intervenants pour pouvoir corriger ça. Hydro-Québec a fait sa part. Donc, on avait les moyens pour pouvoir forcer, si on veut, les entrepreneurs à adopter des méthodes plus sécuritaires. Parce que ce qui arrive à Hydro-Québec, on a beaucoup de différentiels de pression. On travaille sur des barrages, donc on a des colonnes d'eau qui sont les plus problématiques au niveau des scaphandriers. Et tout dépendant de l'endroit où on peut travailler, il peut y avoir des endroits qui sont sournois. Il pourrait y avoir des effets de renard, ce qui est arrivé en 2000. Il pourrait y arriver d'autres accidents aussi au niveau de vannes qui seraient mal fermées, mal étanchées, et ce qui fait en sorte que l'eau passe en dessous. Donc, toujours au niveau de différentiels de pression. Donc, Hydro a développé, à l'aide de ses partenaires, des méthodes d'intervention. Et aujourd'hui, le travail de scaphandrier est toujours très, très sécuritaire en respectant ces règles et règlements. Pourriez-vous, M. Viel, nous décrire une situation dangereuse que vous avez vécue, vous, personnellement? Vous l'avez fait comme métier? Oui, je l'ai fait pendant plusieurs années. Moi, j'étais chanceux. J'ai commencé à travailler à temps plein comme scaphandrier, ce qui n'est pas le cas pour la plupart de mes collègues, qui est un travail qui est saisonnier. Lorsque j'ai fini mon cours de scaphandrier, j'étais engagé à temps plein dans l'industrie privée. Et j'ai
J'ai voyagé plusieurs fois à travers la province et à l'extérieur du pays pour pouvoir faire différents travaux. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de dangereux? Est-ce que vous avez vécu personnellement un risque? Personnellement, non, parce qu'on a toujours respecté finalement, j'ai toujours respecté la réglementation, puis on s'est jamais trop exposé non plus dans certaines situations. J'ai des collègues que je connais qui ont déjà collé sur des grilles d'aspiration. Ah oui? D'autres qui ont perdu les ombilicaux en dessous d'une vanne qui était mal étanchée. Donc, c'est des petits oups. C'est jamais eu d'accident sévère ou d'incidents sévères qui ont mal terminé. On a toujours été capable de gérer cette situation-là puis d'être capable de s'en sortir de façon sécuritaire. Mais on présume que c'est un métier quand même qui risque. C'est très dangereux. Ben, comme je disais... C'est pas tout le monde qui peut faire ça, mettons. Non, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, effectivement. Il faut avoir quand même comment je pourrais dire, donc... une certaine facilité à être dans l'inconfortable. Donc, on disait souvent être confortable dans l'inconfortable parce que c'est pas naturel pour l'être humain d'être sous l'eau. Donc, il faut être capable d'apprivoiser ça et de se déplacer de façon pour être à l'aise, finalement. Tout à fait. Donc, oui. J'en parlais dans l'introduction tout à l'heure. Hydro-Québec fait appel maintenant à des drones sous-marins. Pourquoi Hydro-Québec est allé vers les drones plus que les scaphandriers? En fait, la problématique lorsqu'on intervient sur les barrages, principalement, je vais vous donner un exemple qui est assez concret, le barrage de Manic 5. Oui. Il y a 172 mètres d'eau en amont. Pour pouvoir envoyer des scaphandriers, on peut envoyer des scaphandriers à ces profondeurs-là, mais ça demande une logistique de déploiement qui est très, très grande. Et on sort un petit peu du cadre des plongées qu'on pourrait appeler de type 1, qu'on fait habituellement à l'intérieur de la province. Donc, on parle plutôt de plongée à saturation. Donc, ils demandent des caissons, un support terrestre très, très imposant. Puis, ce qui vient avec ça, ben, c'est des coûts aussi qui sont associés avec ça. Et la problématique, c'est la profondeur. Parce que n'importe quel scaphandrier est soumis à des limitations, en fait, de profondeur et de temps qu'on lui passe. Et c'est ce qu'on appelle nos tables de décompression, nos tables de plongée. Donc, à un moment donné, c'est plus rentable d'envoyer des gens sous l'eau à certaines profondeurs parce qu'on passe pas assez de temps pour effectuer le travail. Donc, à Manic 5, dans les années 80, Hydro-Québec avait engagé un entrepreneur pour commencer à faire des inspections sur le pied du barrage. Et dans les années 90, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec a décidé de développer son propre robot. Il faut se dire qu'à l'époque, les robots qui étaient utilisés, c'est des robots qui étaient utilisés offshore, donc pour travailler sur l'industrie pétrolière. Et ces robots-là n'étaient pas tout à fait adaptés pour faire du génie civil. Donc, il y a eu des efforts qui ont été faits pour concevoir un robot pour pouvoir réaliser ces interventions-là. On a utilisé le Maski pendant une quinzaine d'années. Et puis, à un moment donné, on est arrivé vers la fin de sa vie utile. Et Hydro-Québec a décidé d'acheter un nouveau robot qui a été développé, qui est fabriqué en Angleterre suite à l'accident dans le golfe du Mexique. Deepwater Horizon, qui a coulé, était utilisé par BP. Et BP a été pointé du doigt parce que à cause d'un manque de suivi de leurs équipements. Donc, il y a eu énormément d'argent au niveau des industries pétrolières pour développer des outils d'inspection. Et on a profité à Hydro-Québec de ces outils-là. Donc, on a trouvé un robot qui permettait d'être modifiable pour faire de l'inspection de génie civil. Et on utilise maintenant cette technologie-là au sein de notre travail. C'est assez fascinant comme aventure. Et comment ça fonctionne très précisément, le drone? Bon, sans aller dans les technicalités, mais un drone sous-marin, c'est doté d'une caméra et ça peut faire certains... Comment ça fonctionne? En fait, on travaille, le robot qu'on utilise est plutôt c'est un robot quand même de bonne dimension parce qu'on a beaucoup de capteurs qui sont intégrés à même le robot. Donc, effectivement, on a des caméras haute définition, on a des caméras de définition standard. Et toutes ces caméras-là sont interreliées dans le système, qui fait en sorte que lorsqu'on fait une inspection,
tout devient comme naturel. Donc, c'est comme si c'était un scaphandrier qui était sous l'eau et on utilise différents capteurs de mesure pour pouvoir prendre des mesures des détériorations qu'on pourrait trouver. Donc, tout ça est tout fait électroniquement et il y a quand même 9 ordinateurs qui fonctionnent en même temps pour pouvoir tout gérer les paramètres autour de ce robot-là. L'avantage du robot, comparativement à un scaphandrier, c'est qu'on peut l'envoyer à l'eau pendant une période indéterminée de temps. Il est pas... il subit la pression, mais il n'est pas dépendant de la pression. Donc, on peut le laisser pendant des heures sous l'eau à des grandes profondeurs. On peut relayer le pilote pour pouvoir l'opérer, puis on pourrait utiliser le robot pendant plusieurs semaines d'affilée sans même avoir à le sortir. Donc, on a un net avantage au niveau de l'inspection parce qu'on est capable de passer beaucoup de temps au même endroit. Puis, on ne pourra pas faire cette activité-là à l'aide de scaphandrier. On ne peut pas changer les batteries sur un scaphandrier. Non, mais en fait, tout est téléopéré. Donc, on a un ombilical, la même chose qu'avec un scaphandrier. Donc, on a une alimentation électrique, fibre optique pour la communication. Ça reste quand même des ordinateurs qui se parlent entre eux. Donc, il y a beaucoup d'échanges d'informations qui passent à travers cet ombilical-là. Et c'est contrôlé à partir d'un poste de commandement où, à l'intérieur, il y a quand même 3 personnes qui opèrent le robot. Donc, on a un navigateur, un pilote et une personne qui fait le dessin CAD en temps réel. Donc, toutes les observations sont notées. Le pilote se déplace aux endroits indiqués et on met en temps réel les dommages sur un dessin. Donc, on est capable, à la fin du travail, de remettre un produit qui est final. Et c'est aussi efficace qu'un scaphandrier, finalement. Pour avoir connu les deux, c'est beaucoup plus efficace. Parce que, oui, la première des choses, c'est qu'on peut passer vraiment énormément de temps au même endroit pour vérifier l'information. Mais il n'y a pas seulement une personne qui regarde la structure. On a 3 personnes ou même des fois 4 personnes qui regardent les mêmes écrans. Puis on est capable de se challenger pour dire, finalement, c'est peut-être pas cette observation-là que je noterais, mais ça serait celle-là. Puis finalement, avec un consensus, on va dire, OK, bon, c'est bon, on a déterminé que c'était tel type d'observation. Puis on est capable, finalement. Fait que, il y a une expertise de 3 personnes au lieu que tu sois tout seul dans ton casque à observer une paroi. Tout à fait. Donc, il y a une synergie qui s'établit au sein de l'équipe. Et puis, on est capable d'être vraiment plus efficace là-dedans. Ça n'enlève pas l'utilisation des scaphandriers. Les scaphandriers vont toujours avoir leur place. Ce qu'on fait, nous, on fait le débroussaillage. Donc, on inspecte une structure avec le robot, puis on est capable de cibler des endroits très, très précis où ça mérite d'avoir une attention humaine. Donc, le robot ne peut pas tout faire. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient déterminer l'endroit précis où on doit intervenir sur la structure avec le robot. Et même aujourd'hui, on est rendu à un autre point, on est rendu avec d'autres équipements qui nous permettent de déterminer à quel endroit on va intervenir avec le robot. Fait que vous voyez la pyramide là, qui redescend. Là, Vive la technologie. Exactement, oui. D'accord. André Viel, qui est technicien en génie civil chez Hydro-Québec, merci beaucoup. Je vous invite à rester avec nous pour une discussion de fin de balado, si le cœur vous en dit. La suite de la discussion dans ce balado concernant les scaphandriers, scaphandrières, Madame Fatim Diallo, conseillère en prévention inspection à la CNESST. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Merci de votre présence pour ce balado. Première question pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres risques liés à ce métier-là de scaphandrier non mentionnés par M. Viel en début de balado? Effectivement, M. Viel a mentionné beaucoup de risques, Oui. mais il faut savoir que les scaphandriers, leur travail implique d'être sous l'eau, d'effectuer différents travaux de réparation, d'entretien, d'équipements immergés. Donc, dû à ce contexte de travail-là, les risques sont nombreux liés à l'environnement. Par exemple, il pourrait y avoir une fissure, M. Viel en a parlé, qui pourrait provoquer des phénomènes d'aspiration. Mais on peut également parler de l'hypothermie. Au Québec, on le sait, les eaux sont froides une bonne partie de l'année. Donc ça peut amener une perte de dextérité, de la perte de concentration aussi au niveau du plongeur. On peut parler de la présence de courants parfois qui peuvent amener un phénomène d'entraînement du plongeur, donc lorsqu'il est sous l'eau. Présence d'embarcations aussi parfois sur le fleuve, par exemple. On peut avoir des bateaux. Donc, ce qui pourrait amener un risque pour le plongeur d'être heurté par une embarcation. Il peut également être heurté par du matériel. Parfois, il y a du matériel qui est nécessaire pour les travaux que le scaphandrier fait sous l'eau. Ce matériel-là pourrait être descendu sous l'eau par un appareil de levage. Donc, des risques de heurt existent.
Puis on peut nommer également tout ce qui est risque à la santé qui est lié à la pression. Lorsqu'on est sous l'eau, bien, on subit une pression qui est supérieure à la pression atmosphérique. Donc, il y a ce qu'on appelle les accidents de décompression qui peuvent arriver lorsque le plongeur y remonte trop rapidement à la surface. Donc, il y a des tables à respecter, des paliers, des temps d'arrêt. Il ne faut pas remonter trop rapidement. On peut également parler des barotraumatismes qui sont des lésions traumatiques qui peuvent arriver à certains organes, les poumons, les oreilles, les sinus, puis qui sont liés également à la pression que le plongeur subit dans l'eau. Je pourrais également mentionner la contamination de l'eau. Ça peut arriver, contamination par des hydrocarbures, par exemple, ou d'autres types de contamination. Donc, tout ça sont des risques auxquels un scaphandrier peut être exposé. Si on s'intéresse à la question de la prévention, comment on peut éviter les accidents? Je dirais que premièrement, pour éviter les accidents, il faut s'assurer de respecter la réglementation. La réglementation est très étoffée. On a ici au Québec plus de 90 articles de notre réglementation en contexte de travail qui concernent la plongée. Donc, si je vous fais un peu un résumé, c'est d'abord de s'assurer que les scaphandriers ont la formation qui est requise là par la réglementation. Donc, on parle d'une formation de plongeur professionnel. Il faut être conscient que plonger de façon récréative, être un plongeur sportif ne signifie pas qu'on est qualifié là pour faire de la plongée en contexte de travail. Donc, ça, c'est une chose qui est importante à signaler. On parle d'une formation de plus de 1000 heures là, pour les plongeurs professionnels, les scaphandriers, qui va s'échelonner sur 1 an. Là. Alors, c'est assez conséquent comme formation. Puis c'est une formation qui se fait selon certaines normes là, qui existent. Également, lorsqu'on est en contexte de travail, on travaille en équipe. Minimalement, ce qui est exigé, c'est d'être en équipe de 3. C'est le minimum. Puis, dépendamment, certains types de plongées, bien, on pourrait monter à 4, 5. Mais minimalement, quelle que soit la plongée en contexte professionnel, on doit être 3. Là, c'est ce que la réglementation exige. Puis, dans cette équipe-là, chaque membre de l'équipe, il y a un chef de plongée, il y a le plongeur de soutien, l'assistant. Chacun a des rôles bien définis là, dans la réglementation. Donc, lorsqu'on travaille, il faut s'assurer de respecter ces rôles-là qui nous ont assignés. Il faut éviter l'improvisation parce que c'est souvent ce qui va amener des problèmes. D'accord. Autre chose importante, c'est la planification des travaux. Le règlement exige qu'on ait un plan de plongée. Donc, il va notamment indiquer le site des travaux, la nature des travaux qu'on effectue, les risques qu'il y a dans ce site de travaux-là et les mesures de prévention qui doivent être mises en place. Également, les mesures là, à prendre en cas d'urgence. Donc, tout ça doit être planifié en amont, puis être respecté finalement. Donc, planifié, on l'écrit, on l'organise, puis on s'assure que lorsqu'on fait concrètement le travail, bien, on le fait de la façon dont ça a été planifié. Puis un autre élément que je pourrais citer qui est aussi important, c'est l'aptitude à la plongée du plongeur, de la personne en tant que telle. Parce que pour être plongeur, il y a des évaluations médicales qui sont obligatoires. Là, il faut avoir des certificats médicaux qui sont faits par des médecins spécialistes en plongée. Et le règlement l'oblige. À tous les 2 ans, on doit faire des examens de santé puis avoir les certificats qui prouvent qu'on est apte à faire de la plongée. Donc là, c'est quelques éléments importants là, pour éviter les accidents là, qui peuvent survenir pour les scaphandriers. Qu'en est-il du recours aux nouvelles technologies? On en parlait avec M. Viel tout à l'heure. Les drones, par exemple. Est-ce qu'il y a une question de prévention aussi avec les nouvelles technologies? Exactement. Mais ce qu'on comprend de M. Viel, c'est sûr qu'en utilisant ce genre d'équipement-là, c'est pas un travailleur donc qui est sous l'eau là, on s'assure que c'est une machinerie qui est sous l'eau, qui va faire peut-être un travail préalable. Donc c'est sûr qu'on vient réduire à la source un peu le danger vu que c'est pas un travailleur qui est exposé. Donc je pense que ça peut être dépendamment de la situation, donc ça va dépendre de quelle situation de travail. Est-ce que c'est applicable? Certaines entreprises, comme l'entreprise de M. Viel, probablement ont ce genre d'équipement-là. Puis, effectivement, ça peut être une bonne idée lorsque c'est possible. Puis, lorsqu'on utilise des nouvelles technologies, il faut s'assurer de le faire aussi en respectant la réglementation applicable lorsqu'elle existe. Mais je pense que ça peut être une bonne idée pour les entreprises qui sont capables de le faire, d'utiliser ce genre d'équipement-là. On passe du scaphandrier au drone, aux nouvelles technologies. Quels sont les principaux changements au niveau des normes et des lois en matière de prévention? Il y a eu une évolution au fil des années. Oui, il y a eu une grande évolution. Notre réglementation actuelle date de 2010. Puis je vous dirais, dans les fin des années 90, début des années 2000, il y a effectivement eu beaucoup d'accidents de plongeurs. Il y a eu des enquêtes du coroner qui ont amené finalement
à construire cette législation-là. Cette législation-là, elle provient d'un travail qui a duré plus d'une dizaine d'années avec la commission, donc la CNESST, mais aussi des associations d'employeurs, des associations syndicales, des entreprises spécialisées en plongée. Puis ce travail-là a mené en 2010 à une réglementation, comme je disais, une section de notre règlement de 90 articles qui vient couvrir tout ce qui est formation, tout ce qui est équipement, mesures d'urgence, plans de plongée, tout ça est couvert par la réglementation. Donc, comme je disais, elle date de 2010, donc elle n'a pas évolué dans les dernières années récentes, mais c'est conséquent-là. Puis en la respectant, je pense qu'on s'assure là de prévenir les risques qui peuvent arriver. Il y a aussi des normes qui existent en termes de plongée, des normes, par exemple, de l'Association canadienne de normalisation. Ces normes-là, certaines sont citées dans notre réglementation, d'autres ne le sont pas, mais c'est des normes qu'un employeur peut se référer là, lorsque c'est nécessaire. Donc, c'est ce qu'on a comme évolution dans les dernières années en termes de réglementation. Madame Diallo, Monsieur Viel, vous pouvez intervenir quand vous le voulez pour cette discussion de fin de balado. Pensez-vous qu'on peut remplacer les métiers jugés risqués? Par exemple, des métiers de scaphandrier, comme on en parle, par la technologie. Est-ce que le scaphandrier est appelé à disparaître, par exemple? D'après vous, M. Viel? Non, pas du tout. Le scaphandrier a sa place dans le métier. Comme on fait souvent allusion, lorsqu'on veut peinturer une pièce, on peut utiliser un peintre en bâtiment ou on peut utiliser aussi une pelle mécanique pour le faire. Le résultat sera peut-être pas aussi bon avec la pelle mécanique. Donc, l'utilisation de ces robots-là pour pouvoir intervenir à certains endroits vient faciliter le travail des scaphandriers. Donc, on est capable de mieux utiliser le scaphandrier à des endroits très précis, avec des fonctions très particulières. Puis, vu qu'on a déjà débroussaillé la problématique, ben c'est beaucoup plus facilitant pour le scaphandrier d'intervenir sur ces sites-là, parce qu'il va connaître exactement à quoi il va s'attendre. Donc, ce ne sera pas une surprise pour lui. On est capable d'y fournir un paquet de médias différents qui va le rassurer. Puis, finalement, tout ce qu'il va faire, c'est de réaliser son travail le plus efficacement possible, et puis en sachant exactement à quoi il doit s'attendre. Donc, la technologie va venir aider le scaphandrier et vice-versa. Le scaphandrier aussi peut venir donner un coup de main à la nouvelle technologie. C'est déjà arrivé à quelques occasions on aurait pu avoir eu recours à les scaphandriers pour sortir un certain robot que je me rappelle d'une problématique particulière. Ah oui? Oui. Ah oui, d'accord, c'est très bien. J'étais dans la bonne piste. Merci beaucoup à vous deux de votre participation à ce balado. Monsieur André Viel, qui est chez Hydro-Québec, un technicien en génie civil, et Madame Fatime Diallo, qui est conseillère en prévention inspection à la CNESST. Merci beaucoup. Ça conclut cet épisode fort intéressant de ce balado Station Constructo. Nous souhaitons remercier les participants de cet épisode ainsi que la CNESST, qui est notre commanditaire principal pour cette série. Ne manquez surtout pas notre prochain épisode où nous allons discuter des ensevelissements, oui, un risque auquel sont confrontés les travailleurs, mais aussi les familles de ces derniers. Pour rester à l'affût de nos nouvelles sorties, suivez Station Constructo sur l'une de vos plateformes préférées et sur les réseaux sociaux. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci et à très bientôt.